Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Difficile d'avancer un chiffre, mais en tout cas ils étaient nombreux, plusieurs milliers à défiler ce matin de la place de la Concorde à la statue de Jeanne d'Arc face au Louvre. Des jeunes et des moins jeunes, des crânes rasés et des chevelus, des anciens combattants et des jeunes filles. Un point commun à tous, l'appartenance à l'extrême droite, le nationalisme sous toutes ses formes, sous toutes les bannières aussi. Ce n'était pas encore le 1er mai, mais déjà en 1983, l'extrême droite française tentait de s'accaparer la figure de Jeanne d'Arc avec pas mal de succès, il faut le reconnaître, mais c'est bien le signe de sa puissance symbolique. Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, a été convoquée tout au long du 19e et surtout du 20e siècle par des forces politiques de gauche comme de droite. Pour en parler avec moi sur le plateau, un historien et un sociologue, et comme chaque semaine, des archives de l'INA. Mais avant de plonger dans le passé, un point sur les commémorations récentes et politiques avec Sonia Donadé. Un ministre de gauche au pied de Jeanne d'Arc. Le 8 mai dernier, le très médiatique ministre de l'économie Emmanuel Macron était l'invité d'honneur d'Orléans pour rendre hommage à la pucelle. Entre force du peuple, espoir et unité du pays, son discours, très attendu, avait des allures de discours présidentiel. Il a ensuite participé au traditionnel défilé dans les rues de la ville. Défilé qui a d'ailleurs été boycotté par certains députés de droite du Loiret pour protester contre la venue du ministre. En acceptant de présider les fêtes joanniques, Emmanuel Macron a à nouveau fait grincer des dents à gauche et s'émancipe encore un peu plus à un an de la présidentielle. Et sur ce plateau, pour parler avec moi de cette grande figure qu'est Jeanne d'Arc, Michel Wevorka, grande figure aussi de la sociologie française, votre dernier livre qui explique aussi votre présence ici, même si vous êtes un grand connaisseur de l'identité nationale, c'est Le séisme, Marine Le Pen, présidente de la République. Marine Le Pen, présidente tout court, c'est chez Robert Laffont et ça vient de sortir il y a quelques semaines seulement, on va en reparler bien sûr. Et puis en face de vous, un historien, Yann Rigolet, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant, vous achevez votre thèse à Orléans, j'espère en tout cas que vous l'achevez, et vous avez travaillé sur la figure, de Jeanne d'Arc dans l'histoire, son usage politique, tout à fait, qui est un usage de gauche comme de droite. Juste avant d'aller vraiment dans les archives et dans l'histoire, un point sur ce qu'on vient de voir. Michel Wevorka, vous allez beaucoup suivre la campagne électorale qui arrive, qui commence déjà apparemment autour d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que Jeanne d'Arc sera un des enjeux de la campagne ? Non, c'est un mythe sur lequel tout le monde vient se projeter, comme vous l'avez dit, la gauche, la droite, je dirais même l'extrême droite. Écoutez, d'ailleurs, je ne vois pas tellement le lien, par exemple, avec l'action économique du gouvernement. Donc c'est vraiment une figure qui est utilisée parce qu'elle est bien commode, on peut lui faire dire tellement de choses. Alors, on va essayer de lui faire dire des choses et aussi peut-être au passage de raconter des choses sur Jeanne d'Arc elle-même, parce qu'il y a l'usage, mais il y a aussi évidemment la figure historique qu'a été Jeanne d'Arc, même si dans cette émission, on va surtout s'intéresser à son usage politique. Alors, Yann Rigolet, j'aimerais vous faire réagir sur une première archive. On est en mai 1941 à Vichy, et vous allez voir comment Vichy célébrait Jeanne d'Arc en très grande pompe. On est donc en mai 1941. La France tout entière a célébré le souvenir de Jeanne d'Arc. À Paris, place des Pyramides, c'est d'abord l'hommage de M. de Brinon qui, au nom du maréchal Pétain, vient déposer une couronne de fleurs au pied de la statue de l'héroïne. C'est ensuite le défilé de la Légion populaire. À Orléans, en présence de M. Moreau, préfet du Loiret, et Monseigneur Courcou, a lieu l'inauguration du pont des Tourelles qui reprend son ancienne dénomination. Ce pont, sur l'ordre de la municipalité juive d'Orléans, avait été baptisé pont Georges V. Ici, à cet emplacement même, Jeanne d'Arc, le 7 mai 1429, réussissait à prendre les tours avancées, première défense anglaise contre les troupes du roi de France. À l'appel du maréchal, toute la jeunesse de France participe aux cérémonies. À Rouen, où les Anglais ont brûlé Jeanne, les jeunes célèbrent la mémoire de celle qui sauva l'unité de la France il y a plus de 5 siècles. Insupportable rhétorique de Vichy sur la municipalité juive d'Orléans. Mais passons, intéressons-nous plutôt à la figure de Jeanne d'Arc. Alors quand vous voyez ces images, c'est une question que je vais vous poser à tous les deux pas mal pendant cette émission. Quelle est la Jeanne d'Arc qui est à ce moment-là honorée par le régime de Vichy, Yann Rigolet? C'est la Jeanne d'Arc du maréchalisme. C'est l'idée de faire appel à toute la capacité émotionnelle du personnage au nom de la jeunesse. C'est une figure qui est utilisée aussi pour progressivement
remplacer Marianne. Il y a l'idée avec Vichy d'une transition iconographique, iconologique, progressive. En fait, il faut toujours conserver une image de femme pour symboliser le régime. Et donc, progressivement, Jeanne d'Arc va remplacer, en fait, va être proscrite en effigie. Enfin, Marianne va être proscrite en effigie et Jeanne d'Arc va la remplacer progressivement. Et quelque part, il y a l'idée de jouer le parèdre du maréchal Pétain. Mais en même temps, Michel Vivorca, ça peut aussi être considéré comme une grande résistante, non, Jeanne d'Arc? Attendez, chez Pétain, elle est une résistante aux Anglais. C'est ça. On a insisté d'ailleurs dans l'archive, hein. C'était l'anglais. Hein. Le pont Georges V voilà, qui va s'appeler autrement. Donc il y a un côté aussi anti-anglais. Et j'ajoute à ce que vous dites qui est très juste, il y a aussi un petit côté les provinces, la France des provinces. Regardez toutes ces jeunes femmes qu'on voit en tenue très provinciale. Cette France de certaines traditions, je pense que ça fait partie de l'idéologie du régime. Et puis l'antisémitisme qui n'est pas nouveau. Et alors, en même temps, et c'est là que c'est intéressant, parce que je crois que je l'ai lu chez vous d'ailleurs, le même jour, ou à un jour près, alors que le maréchal Pétain prononce un grand discours, à ce moment-là, des fêtes dites joanniques pour Jeanne d'Arc, un discours vraiment glorifiant le passé de Jeanne d'Arc et en faisant évidemment un lien avec le régime de Vichy, en même temps, le général de Gaulle fait de même. Sauf que ce n'est pas sur le même mode. Non, il essaie, quant à lui, de subvertir l'esprit partisan de la fête. Il demande aux Français de procéder à 1 minute de silence en hommage à l'héroïne résistante et libératrice. Et là, il y a déjà de la part du général de Gaulle, pendant cette période, la volonté aussi de s'associer. On dira à Orléans, finalement, Jeanne d'Arc dans l'ombre de Gaulle dans l'ombre de Jeanne d'Arc après la guerre. Donc c'est intéressant ce moment justement où on tiraille, on débat la figure des deux côtés finalement, pétainiste d'un côté, maréchaliste et puis bien sûr c'est l'un des seuls points de rencontre symboliques comme ça entre Vichy et la France libre. Est-ce que c'est vraiment une figure très particulière? Parce que je n'ai pas d'exemple en tête, à vrai dire. J'ai pas d'autres exemples. Alors, il y a une volonté de s'inscrire dans le grand récit national. On parle de Vercingétorix, on parle de Charles Martel, on parle de Napoléon. Mais Jeanne d'Arc a vraiment cette particularité, peut-être aussi parce qu'elle a ce destin, finalement, cette courte vie civile, un destin relativement marginal, et ce qui prouve que la captation d'héritage, en fait, ne fonctionne pas. On sait aujourd'hui que la tentative d'appropriation de Vichy n'a pas véritablement fonctionné. Alors il y a les moments forts, alors on a aussi dans la presse des tentatives de faire de Jeanne une femme au foyer, une femme qui guérit les soldats, qui guérit les blessés, mais ça ne correspond pas du tout avec cette image d'insoumise, de révoltée que vous soulignez. On ne peut quand même pas mettre sur le même plan De Gaulle et Pétain dans leur relation à Jeanne d'Arc, parce que je pense que c'était beaucoup plus fort pour Pétain que pour De Gaulle. Ce qui fait d'ailleurs qu'après-guerre, pendant pas mal d'années, Jeanne d'Arc était un peu oubliée, parce qu'elle avait été en quelque sorte appropriée quand même, ou associée plutôt au régime de Pétain. Donc on ne peut pas, même si les deux en ont parlé le même jour, que j'ignorais, on ne peut pas les mettre sur le même plan dans leur mise en valeur de Jeanne d'Arc. Alors, très bonne transition, parce qu'on va faire un saut dans le temps. On est en 1963, comme tous les ans. Alors là, vous qui êtes d'Orléans, c'est depuis quasiment le contemporain du temps de Jeanne d'Arc qu'on fête Jeanne d'Arc. Ah oui, dès les premiers temps, dès la levée finalement du siège, c'est une des premières commémorations en fait d'Ancien Régime historiquement, dès 1429. Alors ça tourne autour de deux éléments, le panégyrique, le discours religieux, et en même temps cette procession finalement avec une femme traversée. Alors au début pas avec une femme, c'est progressivement, c'est dans la seconde partie du XXe siècle qu'on va essayer de choisir une représentante. Alors c'est toujours le cas aujourd'hui, on alterne dans le lycée public, lycée privé, pour choisir une jeune fille pour l'incarner. Et alors on invite les présidents de la République, ils viennent pas. En 1963, le général de Gaulle préfère faire l'impasse, et peut-être que ça va nous donner du grain à moudre. Dans la lumière d'un Paris de printemps s'est déroulée la cérémonie anniversaire de la victoire de 1945. Le général de Gaulle a remonté les Champs-Élysées pour aller s'incliner sur la tombe du soldat inconnu. Minute de recueillement et de souvenirs. Quelques heures plus tôt, à Orléans, le Premier ministre célébrait le 534e anniversaire d'une autre libération. En 1429, Jeanne d'Arc, hier simple bergère, signait par la libération d'Orléans le premier acte majeur de sa grandiose histoire. Orléans n'a jamais cessé depuis de commémorer cette journée. Quel Français, par ailleurs, ne garde dans son cœur une place pour cet enfant de Don Rémy, dont la maison est restée intacte? À ce foyer, elle médita ses songes. Elle a connu le jour de cette fenêtre étroite, et cette armoire a renfermé ses habits. Michel Vivorca,
c'est quand même une collusion extraordinaire de dates. 8 mai 45, 8 mai 1429. Est-ce que ça forcément, ça résonne? C'est-à-dire que là, le général de Gaulle choisit en 63 de célébrer le 8 mai 45 sans faire de lien direct avec le 8 mai 1429, ce qu'un autre président, on le verra après, a lui davantage fait. Oui, et il laisse un autre personnage, mais moins important que lui, aller à Orléans. Et y aller en quelque sorte sur ordre. Oui. Je dis ça parce qu'on a envie de faire des comparaisons avec ce qui vient de se passer récemment, où là, cette fois-ci, le chef de l'État n'a pas tellement eu le choix de laisser... Vous pensez que Georges Pompidou était l'obligé de général de Gaulle? Non, ce que je veux dire, c'est que je pense que l'opération Macron à Orléans n'a pas du tout la même signification que la présence de Georges Pompidou pendant que le général de Gaulle, c'est-à-dire le grand homme, qui donc veut incarner la victoire 45 et non pas se mettre sous l'ombre d'un personnage historique. Donc c'est d'une autre nature. Et c'est l'une de vos thèses, Yann Rigolet, c'est l'idée que Jeanne d'Arc finalement a acquis dans l'histoire de France la figure de l'homme providentiel, étonnant pour une femme, mais qu'il n'y a peut-être pas de place pour deux hommes providentiels en même temps, le général de Gaulle prenant l'espace finalement politique et symbolique de l'époque. Dans le cadre de Gaulle, tant qu'on se trouve dans la période de la Résistance, ça colle, il a besoin justement d'une figure charismatique, voilà, pour se placer dans le récit des origines. Jeanne d'Arc, c'est un petit peu le modèle pour nos femmes providentielles. Et c'est vrai, on constate le 15 mai 1945, quand la fête de Jeanne d'Arc est restaurée, entre guillemets, que dans son discours parisien, eh bien, de Gaulle n'évoque absolument pas Jeanne d'Arc. D'ailleurs, il y a un passage qui dit clairement que la France n'a jamais connu pareille situation, alors que si on reprend les discours dans ses mémoires, en fait, on a tous les discours, c'est assez intéressant, on s'aperçoit voilà, qu'il y faisait allusion régulièrement. Et moi, j'ai l'impression qu'à partir de 1945 jusqu'en 1959, il laisse plutôt les médias, les caricaturistes parler à sa place. Et je pense que, voilà, vous le dites avec justesse, il n'y a pas de place avec le général de Gaulle, voilà, pour deux figures d'hommes providentiels. Jeanne d'Arc reste quelque part peut-être dans son panthéon personnel. Il y a très peu de livres dans la bibliothèque de Colombey, d'ailleurs, sur Jeanne d'Arc. J'étais assez étonné. Moi, je m'attendais très naïvement au début où j'ai commencé le roman national à avoir des livres partout, des statues. Et non, ce n'est pas le cas. Il y a très peu de livres. Donc voilà, je pense qu'il laisse l'analogie se faire par les médias. Je pense aux caricatures de Jean Eiffel ou bien d'autres encore. Voilà. Et c'est un peu ce que disait Michel Viorca. Mais pour le maréchal Pétain, c'était quelque chose de très fort, profond. Pour le général de Gaulle, peut-être pas tant que ça. Hein. Le général de Gaulle est un grand homme et il le sait, il en est tout à fait conscient. Il n'a pas besoin de s'identifier à un grand personnage. Alors, il laisse les autres faire des comparaisons. La conséquence de ça, c'est que, en tout cas, durant la période années 50, 60, 70, la figure de Jeanne d'Arc, qui reste évidemment enseignée à l'école, une figure un peu mythologique de l'histoire de France, elle est assez peu utilisée politiquement, au point d'ailleurs que j'ai été très surpris d'entendre François Mitterrand, élu en 1981, qui en 1982 se rend à Orléans. Et j'aimerais qu'on écoute le président de la République, François Mitterrand, donc en 82, et qui rend hommage à la figure, à son tour, de Jeanne d'Arc. La première leçon que nous tirerons de cet anniversaire sera d'abord une leçon de vigilance. Le monde qui est le nôtre, agité de tant de conflits, épuisé par une crise économique qui multiplie les drames sociaux, qui exacerbe les antagonismes, impose à la France de préserver et de développer les moyens de son indépendance et de sa liberté. La deuxième leçon sera une leçon de résistance, un appel à l'effort, au courage. Et je me réjouis à cet égard que les fêtes d'Orléans coïncident cette année avec le retour à la commémoration véritable de la journée du 8 mai 1945. Ce jour-là, on a su une fois de plus, et sans doute possible, qu'on ne tient bon face aux tempêtes qu'en résistant aux injustices, aux fatalités, aux facilités et au laisser-aller. Alors juste l'allusion de François Mitterrand, c'est qu'effectivement, le 8 mai n'était plus férié en France, sous Giscard, entre, je crois, 1975 et 1982. Il y a un retour, effectivement, de ces symboles forts. Alors, quand on entend là, le président de la République, il a gommé, évidemment, toute la dimension religieuse de Jeanne d'Arc, qui est ramenée à sa dimension de résistante, qui défend l'indépendance nationale. Est-ce que c'est une bonne captation de mémoire là qu'on vient de voir? Écoutez,
pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est donc la France qui résiste et la France de Pétain. Mais si on remonte dans le temps, dans l'histoire, vers la fin du deuxième moitié du 19e siècle, c'est vraiment la République et les chrétiens ou les catholiques qui s'opposent pour capter Jeanne d'Arc. C'est très, très intéressant de voir que c'est les républicains qui les premiers, je parle sous votre contrôle, que ce sont les républicains qui les premiers mettent Jeanne d'Arc en avant, Lucien R, Jean Jaurès, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Gambetta, en insistant sur le fait que c'est l'Église qui a brûlé Jeanne d'Arc. Et Monseigneur du Panloup, chez vous, si je peux dire, à Orléans, publie en 1869, j'ai vérifié la date, un texte important pour commencer une grande campagne qui aboutira à peu près 50 ans plus tard à la canonisation de Jeanne d'Arc. Donc vous avez d'un côté les républicains qui disent « Vive Jeanne d'Arc », donc on aurait les catholiques qui disent, et les catholiques très à droite qui disent « Vive Jeanne d'Arc ». Vous avez aussi des personnages plus compliqués qui disent « Vive Jeanne d'Arc », comme Charles Péguy. Donc à vous suivre, quand on écoute François Mitterrand à ce moment-là, il est juste en train de faire une passerelle avec les républicains de la fin du 19e siècle, et c'est pas délirant d'entendre un dirigeant de gauche faire l'apologie de Jeanne d'Arc. Non, surtout ce qu'il fait, c'est qu'il s'intègre complètement dans l'hommage des républicains de l'Union sacrée, ce que vous évoquiez. Le 24 juin 1920 est voté donc le projet d'une fête républicaine de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme. Concrètement, c'est la réponse timide à ce coup d'assommoir pour les républicains, notamment de gauche, qui est la canonisation. Et finalement, ce que fait François Mitterrand, ce que font les présidents invités aux fêtes, est justement de faire l'analogie entre ces deux 8 mai et de rappeler voilà, le grand rêve des républicains de l'Union sacrée, c'est ça? Sauf que, j'allais vous dire que tout ça est un peu surréaliste. Cette femme qui défend le roi, ou qui veut même le sacrer, qui devient la grande figure des républicains, cette femme qu'un évêque, que des chrétiens ont décidé de brûler parce qu'elle s'habillait en homme, devient canonisée par l'Église. Enfin, on est dans un monde que moi je trouve surréaliste et mythique, c'est-à-dire que chacun se fabrique la Jeanne d'Arc qui va l'arranger. Et alors, celui qui va peut-être le mieux l'utiliser, ou en tout cas quasiment la privatiser, le mot est peut-être un peu fort, c'est Jean-Marie Le Pen. On va regarder l'archive de 1984, c'est la fête de Jeanne d'Arc. Alors, ce n'était pas encore le 1er mai, c'était le 13 mai, mais vous allez voir que l'esprit y était déjà. C'est aujourd'hui, 13 mai, jour de la fête de Jeanne d'Arc, que Jean-Marie Le Pen a décidé de présenter officiellement sa liste pour les élections européennes. Il organise également un rassemblement, place de la Concorde, à Paris, à l'occasion de cette fête de Jeanne d'Arc, donc, qui est aussi fêtée par toutes les formations d'extrême droite et royalistes. Sur place, Pierre Alain. Difficile d'avancer un chiffre, mais en tout cas, ils étaient nombreux, plusieurs milliers à défiler ce matin de la place de la Concorde à la statue de Jeanne d'Arc face au Louvre. Des jeunes et des moins jeunes, des crânes rasés et des chevelus, des anciens combattants et des jeunes filles. Un point commun à tous, l'appartenance à l'extrême droite, le nationalisme sous toutes ses formes, sous toutes les bannières aussi, car à côté du Front National, il y avait par exemple les comités chrétiens Solidarité, le mouvement nationaliste révolutionnaire ou encore les royalistes de l'Action française. Ils venaient tous, comme chaque année, dans le calme, célébrer Jeanne d'Arc, celle qui symbolise à leurs yeux l'esprit de résistance et le patriotisme. Cet hommage que nous rendons en cette fête nationale à Jeanne d'Arc est éminemment symbolique puisqu'elle fut la sainte de la reconquête nationale. C'est l'ambition que nous avons d'assurer la renaissance, le rayonnement et la force de notre pays. Michel Vivorca, est-ce que c'est un coup de maître de la part de l'extrême droite française que d'avoir fait ressurgir et surtout d'avoir tenté vraiment de l'intérioriser pour l'extrême droite française? C'est un coup de maître parce qu'ils en ont presque eu le monopole, comme ils ont presque eu le monopole de l'idée de nation en France pendant ces années-là. Et en même temps, quand on voit ces images, c'est une vieille France qui est en jeu. C'est presque une France d'avant-guerre à bien des égards. Et je trouve que c'est le vieux Front National que l'on voit. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le nouveau Front National, celui de la fille, va reprendre Jeanne d'Arc, mais peut-être en la modernisant. Et donc oui, c'est un coup de maître, parce que d'un seul coup, le Front National occupe les médias, et alors ensuite il les occupera le 1er mai, et il y aura un épisode tragique où un jeune homme est mis dans la Seine et est tué par des gens du service d'ordre ou proches du service d'ordre du Front National. Donc, si vous voulez, on a vraiment quelque chose qui rappelle les violences d'avant-guerre, qui rappelle le pétainisme aussi, puisque c'est quand même... il y a quelque chose qui prolonge
le maréchal. Complètement. Yann Rigolet, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Michel Vivorca. Cette fête, elle est tout, je pense qu'il faut le dire, le répéter, elle est tout sauf historique. S'il y avait une légitimité historique, il faudrait que le Front National fête Jeanne d'Arc le 8 septembre, puisque le 8 septembre 1429, elle a été blessée devant la porte Saint-Honoré. Voilà. Et l'idée de cette fête qui regroupe, vous l'avez souligné, tous les antis, tous les réactionnaires, certains transfuges aussi même parfois de la gauche, tous les contres finalement, l'idée... Avec cette figure, je pense, c'est d'habiter un espace qui est complètement laissé de côté. Et un temps. Le 1er mai, c'est quand même aussi une réaction aux mouvements sociaux du 1er mai. Une journée contre l'internationale ouvrière, syndicaliste. Il n'y a pas de référence historique. Par contre, cette acculturation qui fonctionne depuis 40 ans, alors là, il y a un brouillage depuis 1 ou 2 semaines, puisqu'on a 2 festivités à 2 endroits différents. C'était assez chaotique. Mais il y a un phénomène d'acculturation et ça nous fait nous interroger aussi sur la capacité des républicains de gauche et de droite à vouloir récupérer en fait cette figure dans le giron de la République. À défaut de combattants, pas de combat finalement. Et Jean-Marie Le Pen a investi complètement la mémoire de Jeanne d'Arc. C'est que la République ait laissé à ce point cette figure de l'histoire de France. Alors j'aimerais au point d'ailleurs que, regardez, Nouvelle Obs, qui est notre partenaire et qui nous apporte des unes de sa collection. Là c'est une récente, on était en 2014. Et voilà la vraie nature de Marine Le Pen, Jeanne d'Arc ou Poutine. Il y a presque l'idée que maintenant qu'une femme est à la tête du Front National, elle est l'incarnation, d'ailleurs son micro-parti s'appelait Jeanne, c'est peut-être pas par hasard, Jeanne ou Poutine, mais la question se pose de l'incarnation par Marine Le Pen. Je dirais c'est Jeanne et Poutine, et non pas Jeanne ou Poutine. Oui, mais il y a quand même Jeanne. Bien sûr. Ça, c'est quand même le résultat. Quand on arrive à se poser la question, c'est quand même le résultat d'une captation vraiment de mémoire qui a fonctionné. Oui, et vous parlez de mémoire, et enfin, la réalité historique est tellement éloignée, me semble-t-il, je ne suis pas historien, mais enfin, tellement éloignée de tout ce qu'on fait dire à cette brave Jeanne d'Arc, qu'il faut prendre ça comme des mythes des temps modernes, des discours politiques visant à montrer qu'on a un enracinement dans une histoire, dans un passé, et visant à travailler certaines émotions. C'est fait pour ça. C'est pas du tout fait pour nous dire quelle est la vérité historique. Juste, alors, du coup, dernière question. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron est allé faire à Orléans ? Pour ma part, il est allé tenter de combler ce vide, je pense, à la fois historique et puis institutionnel. Il s'est posé concrètement, moi j'ai assisté à son discours, je l'ai essayé de l'étudier rapidement, il s'est posé en présidentiable, on va dire ça de cette manière. Il a fait un syncrétisme intéressant entre plusieurs discours. On retrouve un petit peu le discours de Gaulle, un petit peu celui de Chirac en 96, celui de Mitterrand aussi en 82. Je pense qu'Emmanuel Macron, s'inscrit, il l'a dit et plusieurs fois répété, s'inscrit dans le récit national. Merci. Voilà, Jeanne d'Arc, qui fait peut-être les présidents ou les présidents de demain. Merci Yann Rigolet d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes en train d'achever cette thèse. On a hâte de la lire parce que je pense qu'elle sera publiée sur Jeanne d'Arc et sur Marianne, deux figures qui sont parfois en rivalité dans l'esprit des uns ou des autres. Et puis Michel Vivorca, votre dernier livre, Le séisme, Marine Le Pen, présidente, c'est chez Robert Laffont et ça vient de sortir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. L'Archive en plus, cette semaine, nous conduit sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, désormais rendus aux piétons le premier dimanche de chaque mois. Mais il fut un temps pas si lointain où les piétons n'étaient pas vraiment à la fête dans la capitale. Et sur ce qu'on appelle parfois, étonnamment, il faut bien le dire, la plus belle avenue du monde. Piétons distraits, gare à vous. Ne vous hasardez plus en dehors des clous, car maintenant, c'est 200 francs. Et nous ne pourrons plus, pour la modique somme de 20 francs, nous payer ces petites distractions d'un usage courant que l'administration avait eu le bon sens d'interdire dans ses règlements. Fini la promenade des canards sur les Champs-Élysées. Alors je ne sais pas si on peut désormais se promener avec des canards sur les Champs-Élysées le premier dimanche de chaque mois, pas d'idée, je n'en sais rien. En tout cas, moi, j'oserais pas. Et pour terminer, comme chaque semaine, un peu de lecture. Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu chez Armand Collin. C'est un livre vraiment étonnant qui nous raconte une histoire assez méconnue, celle du tout premier festival de Cannes, en tout cas celui qui aurait dû, et le conditionnel est important, dû avoir lieu en 1939. Pour vous planter un peu le décor, c'est Philippe Erlanger, haut fonctionnaire français, qui est à la Mostra de Venise en 1938 et qui revient ulcéré parce que les nazis ont imposé le prix du festival à un film nazi de Leni Riefenstahl qui s'appelle Les Dieux
jeu du stade. Il revient, il va voir Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, et arrive à le convaincre qu'il faut faire en France, sur la Croisette, à Cannes, un festival véritablement indépendant. Tout est prêt à l'été 1939. Les affiches sont là. L'affiche du festival que vous voyez à l'image à côté de moi, elle est en place. Les stars sont dans les avions. Mais évidemment, le 1er septembre 1939, c'est le jour du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, cet événement extraordinaire n'aura lieu qu'en 1946. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro. Et comme chaque semaine, une amie du passé vient vous saluer. Aujourd'hui, c'est Gina Lollobrigida. Au revoir, à bientôt à Paris. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro.